L'alliance diabolique entre Donald Trump et Elon Musk cache un secret explosif qui fait trembler les élites. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. L'heure est grave. Un événement gravissime vient de se produire. Le moteur de la machine médiatique s'est enrayé. Malgré des mois de propagande anti-Trump, malgré des mois où l'on a associé Donald Trump au nouveau Hitler, plus il a l'air comme ça agressif, et plus les gens vont se dire mais quand même c'est un fou. En revanche, il faut aussi penser que comme il fait le pitre, il est amusant. Et les gens se disent il va pas disparaître, on l'aime bien, il est marrant sur la télévision. Quand on pense à Hitler, moi j'ai entendu des gens expliquer, des historiens, que Hitler, en fait, les gens le trouvaient drôle. Par rapport à Daladier et Chamberlain, il était amusant. Il faisait le pitre, il avait des grimaces, il était outrancier, et les gens trouvaient ça beaucoup plus entertaining. Et ça joue aussi. Alors, c'est ça qui est inquiétant. Trump est parvenu à se hisser au sommet de la première puissance mondiale. Et là où la machine médiatique a du mal à digérer, c'est qu'il a nommé Elon Musk ministre de l'efficacité gouvernementale. Pour convaincre, la vérité ne peut suffire. Citation d'Isaac Asimov, l'écrivain préféré d'Elon Musk. Désinformation, paranoïa, l'homme le plus riche du monde a totalement embrassé la cause de Donald Trump, qui vient de le nommer ministre dans sa future administration. L'histoire du ralliement d'Elon Musk à Donald Trump est celle d'un long cheminement intellectuel, porté par des idées de progrès pour l'humanité, l'électrique, la lutte contre le changement climatique, la mise en garde des dangers de l'intelligence artificielle sans contrôle, mais aussi l'exploration spatiale. Elon Musk est surtout convaincu par un principe: la liberté individuelle passe avant tout. Premier tournant, le Covid-19. Elon Musk est contre les restrictions de liberté liées à la pandémie et considère l'intervention de l'État comme du despotisme. Deuxième tournant, l'exclusion de Donald Trump de Twitter. Elon Musk défend une liberté d'expression absolue et trouve dangereuse l'idée qu'un groupe de personnes décide de ce qui est vrai ou faux. Troisième tournant, le changement de genre de son fils devenu femme. Elon Musk considère que le wokisme lui a volé son enfant. Elon Musk se tournera d'abord vers Ron DeSantis, puis Vivek Ramaswamy. Lorsque Donald Trump échappe à une tentative d'assassinat à Butler, il le soutient officiellement, multipliant les déclarations mensongères et les théories du complot. Il reviendra d'ailleurs avec lui à Butler, où il déclare « Je suis le côté obscur du mouvement trumpiste, selon ses propres termes, sans que personne ne sache vraiment à quel point il s'agit d'une plaisanterie. » Et ça, la machine a du mal à le digérer. Pourquoi? Parce qu'auparavant, Elon Musk était un soutien de Joe Biden. Il avait même dit publiquement qu'il avait voté pour Joe. Et à ce moment-là, il était vu comme un visionnaire, un innovateur, l'homme qui allait nous ramener sur la planète Mars. Mais depuis qu'il a commencé à soutenir Donald Trump, il est associé au diable. Mais soyons sincères sur un élément. Elon Musk a un trait de caractère diabolique, je dirais même machiavélique. Et c'est ce trait de personnalité qui lui a permis de devenir le nouveau ministre de Donald Trump. Tu dois comprendre une notion fondamentale pour le reste de ton existence. Ce monde, c'est un jeu d'échecs. Et sur cet échiquier mondial, toi et moi, on est des pions. Et Elon Musk, lui aussi, c'est un pion. Un pion un peu plus gros parce qu'il est milliardaire. Mais tu vois, malgré qu'il soit milliardaire, comme nous, il fait face à des contraintes. Et c'est quoi ces contraintes? Sur l'échiquier, ce sont les garde-fous.
Les gens qui produisent, qui écrivent des règles pour freiner certains de nos mouvements. Et Elon Musk, c'est ce que j'appelle un entrepreneur innovateur. C'est un mec qui a constamment de nouvelles idées. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'aux États-Unis, tu as une bureaucratie qui a des régulations qui sont excessives. Il y a plein de règles. Et chaque fois que tu veux faire un nouveau truc, tu dois te soumettre aux règles. Mais le problème, c'est quoi? C'est que, à force de te soumettre à ces règles, ton idée novatrice est en train d'être avortée au stade embryonnaire. Et dans le fond, tu rates des opportunités. Et tu ne peux pas développer ton entreprise au maximum de son potentiel. Et ça, c'est un élément qui frustrait Elon Musk jusqu'au plus profond de sa chair. Déjà, il lâchait plein de tweets à propos de la régulation excessive de la bureaucratie. Il n'en pouvait plus. Mais Elon Musk, il a compris un truc important. C'est qu'il vivait dans un monde plutocratique. Ça veut dire quoi, plutocratique? Moi, à la base, tu vois, la première fois que j'ai entendu ce nom, je pensais à Pluto le chien dans Disney. Mais ça n'avait rien à voir. Et d'ailleurs, s'il y en a un qui devait avoir une vraie influence politique, ce serait Dingo. Parce que Dingo, dans le fond, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que t'es un chien, t'es un loup, mais t'as des dents bizarres en face? Enfin bref, le mec cache bien son jeu. Mais la plutocratie, ça n'a rien à voir avec Disney. La plutocratie, c'est la fusion de deux mots grecs. Tout d'abord, Plutos, qui signifie la richesse. Et ensuite, Kratos, comme dans God of War. Et ça signifie le pouvoir. Et la signification du mot plutocratie, c'est l'influence de la richesse sur le pouvoir politique. Et comment est-ce qu'on fait pour influencer le pouvoir politique? On doit influencer l'opinion publique, car ils sont interdépendants. Mais comment est-ce qu'on fait pour influencer l'opinion publique? Eh bien, on doit détenir des médias. Ces médias. Problème économique, les médias sont trop souvent devenus des danseuses pour milliardaires en mal d'influence. Vous dites, c'est dangereux pour la démocratie. En même temps, Julia Cagé, il faut bien trouver l'argent où il est. Non, mais alors, laissez-moi vous donner une illustration et je pense que vous comprendrez beaucoup mieux d'où vient le problème. Si on regarde le financement de la vie politique, on a des règles très strictes. Par exemple, en France, assez récentes, on n'autorise pas... elles ont assez récentes, mais qui ont été mises en place pour justement préserver la bonne vie de nos démocraties. Donc en France, par exemple, si vous êtes un individu, vous ne pouvez pas donner plus de 4 600 €, je crois, par an à un parti politique. Et puis si vous êtes une entreprise, vous ne pouvez rien donner du tout. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on ne veut pas que quelques millionnaires, quelques milliardaires, quelques individus puissent influencer l'ensemble de la vie politique et finalement remettre en question la bonne marche du jeu démocratique. Bien pour la presse, en fait, c'est la même chose. Si vous voulez influencer la vie politique et que vous ne pouvez pas financer les partis politiques, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous acheter un journal, vous allez vous acheter une télévision, et là, il n'y a pas de vous limite. allez vous acheter une radio. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun contrôle en fait. Et de ce point de vue-là, vous pouvez modifier le discours, même si c'est fait d'une manière subtile. Hein. C'est pas forcément avec des gros sabots. Vous n'arrivez pas dans votre rédaction en disant voilà, demain on va faire campagne ouvertement pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Même si c'est fait de manière subtile, il y a une influence de ces gros actionnaires sur le contenu des journaux. Et ça pose un danger pour la bonne tenue Jeff Bezos, de notre démocratie. Et ça, c'est un trait plutocratique en France et aux États-Unis. En France, Bernard Arnault, je crois qu'il détient le Parisien. François Pinault, je crois qu'il a Le Point. Vincent Bolloré, il a CNews, C8, Europe 1. Et aux États-Unis, Jeff Bezos, il a le Washington Post. Je sais plus comment il s'appelle, bref. Murdoch, il a Fox News. Bloomberg, il a Bloomberg TV. Enfin bref, ce que tu comprends, c'est que tous les milliardaires détiennent des médias. Mais dans quel objectif? Dans l'objectif d'influencer l'opinion publique pour toucher le politique. C'est la raison pour laquelle Elon Musk a décidé d'opérer une stratégie diabolique. Tu sais, dans toute la série de la propagande médiatique anti-Trump, moi, l'élément qui m'avait le plus choqué,
c'est lorsque Trump avait été banni de tous les réseaux sociaux. Évincé des grands réseaux sociaux, l'ex-président américain Donald Trump a décidé de saisir la justice. Il a déposé des plaintes collectives ce mercredi contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons, en les accusant d'être responsables d'une censure illégale. Il n'y a pas de meilleure preuve que la Big Tech est hors de contrôle que le fait qu'ils aient banni le président des États-Unis en fonction plus tôt cette année. Une interdiction qui se poursuit à ce jour. Donc nous faisons passer le mot. Ce n'est pas une situation équitable, c'est très mauvais pour ce pays et pour le monde. S'ils peuvent me faire ça à moi, ils peuvent le faire à n'importe qui. Ceux qui prônent en permanence la liberté d'expression ont été les premiers à applaudir le bannissement de l'ancien président de la première puissance mondiale. Et là, je me suis dit, ça sent le roussi. Et il y a un de ces médias qui comptait plus parmi tous les autres. C'était Twitter. Parce que Twitter, c'est le premier média d'influence politique et culturelle. En juin, Facebook avait suspendu Donald Trump pour 2 ans. Le républicain avait déjà été exclu de la plateforme temporairement le 7 janvier pour avoir encouragé l'assaut du Capitole. Pareil pour Twitter, son réseau social de prédilection. Sa page était suivie par 89 millions de personnes. Selon Twitter, Donald Trump a incité à la violence ou divulgué de fausses informations dans de nombreux tweets, notamment celui-ci, publié 2 jours après l'assaut du Capitole. L'ex-président américain avait écrit qu'on ne pouvait pas manquer de respect ou traiter injustement les 75 millions d'Américains ayant voté pour lui. Depuis ces émeutes, Donald Trump ne peut plus s'adresser directement à son électorat. Il affirme que le premier amendement a été violé. Les chances que cette plainte aboutisse sont maigres, selon des experts en droit. Quand tu regardes bien, tous les politiques français s'expriment davantage sur Twitter, pas sur LinkedIn ou sur YouTube, non. Ils sont d'abord sur Twitter, parce que Twitter a un impact politique énorme. Et Donald Trump, malgré qu'il ait créé son propre réseau social Truth, ce réseau social, il n'a pas vraiment marché. Il paraît qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donald Trump, qui avait été banni en janvier dernier de Twitter, Facebook et YouTube après l'assaut du Capitole, vient justement d'annoncer qu'il allait créer son propre réseau social. L'ancien président américain qui a visiblement encore des choses à dire. Il explique vouloir ainsi faire acte de résistance face, je le cite, à la tyrannie des géants des technologies. La future plateforme appartiendra au groupe nouvellement créé Trump Media et Technology. La structure fournira également un service de vidéo à la demande et de podcast. Et Elon Musk, il a analysé cette situation. Il a compris que Twitter, c'était un mégaphone mondial politique. Et malgré que Twitter était en perte de chiffre d'affaires, il a décidé de le racheter pour 44 milliards de dollars. Mercredi dernier, lavabo à la main, Elon Musk avait annoncé la couleur. L'homme d'affaires comptait bien faire le grand ménage chez Twitter. C'est désormais chose faite. Le nouveau patron vient de renvoyer Parag Agrawal, son directeur général, et plusieurs autres dirigeants du réseau social. Quelques heures avant, Elon Musk avait confirmé dans un tweet le rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars. Il est important pour l'avenir de la civilisation d'avoir une place publique en ligne, où une grande variété d'opinions peuvent débattre de façon saine, sans recourir à la violence. Ceci dit, Twitter ne peut évidemment pas être un endroit infernal, ouvert à tous, où tout peut être dit sans conséquence. L'officialisation de l'achat du réseau social met fin à 7 mois de rebondissement. En avril dernier, Elon Musk s'engage à racheter Twitter, mais il se ravise 1 mois plus tard, accusant le réseau social de lui avoir menti, notamment sur le nombre de faux comptes. S'ensuit un procès engagé par Twitter pour faire respecter les termes de l'accord. Elon Musk risque d'être lourdement condamné, mais début octobre, énième volte-face, le patron de Tesla et SpaceX ressuscite le projet de rachat. Le juge accepte d'ajourner la procédure. Les 2 parties ont jusqu'à ce vendredi pour conclure la transaction. C'est désormais chose faite. Personne ne sait exactement ce qu'Elon Musk veut faire de Twitter. Les 7500 salariés, eux, voient l'arrivée du nouveau PDG de manière inquiète. Selon le Washington Post, Elon Musk prévoirait d'en licencier les 3/4.
Et c'est à travers cet achat que tu comprends le plan machiavélique d'Elon Musk. C'est là que tu vas comprendre pourquoi Elon Musk est diablement machiavélique. Il a été vers Donald Trump et il lui a dit « Écoute Donald, t'as un problème, t'as même un très gros problème. Les milliardaires, ils peuvent pas te voir en peinture, raison pour laquelle ils utilisent leurs médias comme une arme pour te détruire, pour que l'opinion publique ait une perception défavorable de ta personne. » Et Donald Trump, ça, il en est conscient. Et son seul contre-pouvoir, c'était les médias sociaux, notamment X. Mais là, avec son petit média trousse, il fait pas le poids. Et c'est là que Elon Musk rentre en jeu. Écoute Donald, moi je t'offre mon mégaphone politique mondial. Et je te mettrai en avant. En plus, je t'offre mon soutien. Tout d'abord, mon soutien financier et deuxièmement, mon soutien symbolique. Et c'est quoi ce soutien symbolique? Elon Musk, il est vu comme un innovateur, comme un visionnaire. Et lorsque il s'associe à Donald Trump commence à avoir une perception d'homme du futur. Pourquoi? Parce que malgré que Trump soit un entrepreneur milliardaire, on le voit un petit peu comme un héritier. L'homme qui a hérité d'une fortune colossale. Donc, c'était un petit peu plus facile. Tandis que Elon Musk, on le voit comme un self-made man, tu vois? L'homme qui s'est fait tout seul. Le mois dernier, Elon Musk dévoile la dernière création de Tesla, un robotaxi, véhicule électrique sans conducteur. Bienvenue à la fête. Habitué des présentations fantasques, un brin mégalomane, Elon Musk est l'homme le plus riche du monde selon le dernier classement Forbes. Il est l'exemple du self-made man à l'américaine. Elon Musk naît en Afrique du Sud en 1971 d'un père promoteur immobilier et d'une mère mannequin. À 17 ans, il débarque au Canada sans un sou en poche, puis il décroche une bourse à l'université de Philadelphie pour étudier l'économie et la physique. En 1999, Internet en est à ses débuts. Elon Musk s'engouffre dans la brèche. Il touche ses premiers millions grâce à la vente d'une société de logiciels cofondée avec son frère. Puis il agrandira ensuite sa fortune avec la revente de PayPal. Un début de carrière rapide qui lui permet de fonder SpaceX en 2002, une société spatiale dont la destination finale est claire, Mars à horizon 2026. Objectif confirmé l'an dernier. Savez-vous quand un vaisseau spatial pourra atterrir sur Mars sans équipage ou avec? Dans 3 ou 4 ans. SpaceX est devenu l'un des fournisseurs exclusifs pour envoyer des astronautes américains sur la Lune. En parallèle de cette aventure, Elon Musk investit dès 2004 dans le constructeur de voitures électriques Tesla. 4 ans plus tard, il en devient PDG. Aujourd'hui, Tesla pèse davantage en bourse que les 10 autres plus importants constructeurs. Donc, en t'associant à Elon Musk, tu gagnes sur tous les tableaux. Et tu as une chance de remporter la victoire. Mais Elon Musk réclame quelque chose en retour. Il réclame le ministère de l'efficacité gouvernementale. Pourquoi? Pour ne plus subir les règles bureaucratiques qui ralentissent le développement de son entreprise. Et en devenant ministre, il ne devient plus un pion sur l'échiquier mondial. Non, il est autour de la table. Et quand tu es autour de la table, c'est toi qui définis les règles. Et dans le fond, en devenant ministre, Elon Musk devient le boss des régulateurs bureaucratiques. Il perd pas son temps à se battre contre eux pour changer la législation, essayer d'avoir de l'influence sur eux. Non, il a une voix décisionnelle directe. C'est lui qui décide. Et ça change complètement les règles du jeu. C'est un exemple chimiquement pur
de machiavélisme. Parce que en soutenant Donald Trump, c'était pas seulement un pari politique, mais c'était un coup de maître. Échec et mat. Pourquoi? Parce qu'au lieu de subir la contrainte des règles, il a décidé de les façonner. Et ça, c'est un élément qui doit nous servir d'exemple. Nous aussi, dans nos vies, on doit être machiavélique. Mais machiavélique dans le bon sens, dans le sens de la justice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois, souvent on subit des règles administratives, des règles lourdes, des règles qui nous empêchent de nous développer complètement, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel. Il y a toujours des gens qui vont agir comme des garde-fous et qui vont nous lancer des contraintes, qui vont nous empêcher d'être réellement en mouvement, de réellement nous sentir libres dans nos propres vies. Et le problème, c'est que on subit ces règles, on subit ces contraintes. Et certaines de ces contraintes sont nocives pour notre croissance personnelle. Raison pour laquelle, quand tu sens que tous les efforts que tu fais ne produisent que très peu de résultats à cause des contraintes qu'on t'impose, il est temps de retourner la table, d'être le chien qui monte sur la table et qui aboie, de changer les règles du jeu de ta propre vie et de décider de ne plus être un pion sur l'échiquier qui subit les contraintes, mais de devenir le maître qui façonne les règles de ta propre vie. Et quand tu comprendras cela, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Quand j'étais salarié, j'avais toujours des idées, tu sais, pour innover, pour optimiser. Le problème, c'est que je devais toujours les présenter à quelqu'un qui était au-dessus de moi, un garde-fou. Et la majorité des garde-fous que j'avais avaient une perception négative de ma personne. Ils me prenaient pour un con. Et ils pensaient que mes idées, du coup, étaient débiles. Et je sentais ce plafond de verre. Je sentais que je pouvais pas évoluer, que je pouvais pas bouger comme j'avais envie dans ma vie. Et un jour, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé, comme Elon Musk, d'avoir un plan machiavélique pour me libérer des contraintes qui s'imposaient dans ma vie. Et aujourd'hui, je vis une vie où je suis le maître de mes décisions. Elle est plus dure parce qu'elle demande beaucoup plus de responsabilités. Mais je me sens beaucoup plus épanoui. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus un pion sur l'échiquier de ma vie. Mais je suis autour de la table et je décide des plans stratégiques. Et tu vois, cet élément-là, c'est un élément qu'on ne nous apprend pas à l'école. À l'école, on nous apprend quoi? On nous apprend à être des bons pions sur l'échiquier, tu vois ce que je veux dire? Mais au fur et à mesure du temps, quand tu passes toute ta vie à être ce bon pion, tu vois, il y a un moment où il y a une frustration qui commence à naître en toi. Parce qu'il y a tellement de contraintes que dans le fond, tu as l'impression que tu es un oiseau à qui on a coupé les ailes et qu'on a mis dans une cage, pas dorée, moche. Et qui a envie de vivre ce genre de vie? Personne. Raison pour laquelle je vais te demander d'écrire en commentaire H5. Je répète, H5. H5, c'est ton nouveau contrat. Ton contrat personnel avec toi-même. Et ce contrat stipule le fait que il est interdit que tu vives en dessous de ton réel potentiel. Qu'il est interdit que tu vives une vie où tu es soumis à des contraintes
qui détruisent ton potentiel, qui détruisent ton talent. Il est stipulé dans ce contrat que tu dois devenir la meilleure version de toi-même. Et pour cela, il faut que tu façonnes ton intelligence comme celle d'Elon Musk pour pouvoir devenir le maître du jeu. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.